La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à notre webinaire Renouvellement contre assurance, le bon cap pour traverser la tempête. Aujourd'hui, ce webinaire vous est présenté par Mélodie Alvaro et Jean-Marc Sarter, nos deux experts assurance. Alors la présentation durera une quarantaine de minutes, à l'issue desquelles vous pourrez poser vos questions à Mélodie et à Jean-Marc. Pour poser vos questions, sur la droite de votre écran, vous avez une flèche orange. Si vous cliquez dessus, ça déplie un pavé de commande. Et là, vous avez le pavé question chat afin de poser vos questions à nos deux intervenants. Je laisse la parole à Mélodie et Jean-Marc pour se présenter. Bonjour à tous, je suis Mélodie Alvaro, responsable des offres Risk Management et Assurance au sein de Crystal Decision, la filiale du groupe Hemming, que j'ai rejoint il y a maintenant près de 3 ans, après avoir été courtier pendant 8 ans au sein du cabinet Gras Savoye, où j'ai occupé 2 fonctions principales. La première sur la coordination et le pilotage de programmes IARD à l'international, puis une fonction de chargé de clientèle pour un segment d'entreprise de taille ETI à grand compte et principalement issu de l'industrie. Je souhaitais vous partager simplement la différence entre le courtage et le cabinet de conseil indépendant que nous sommes. C'est que nous avons au sein de Crystal Decision une vision très globale du marché, à la fois en matière de courtage et en matière de tarification et souscription des risques côté compagnie. J'ai le plaisir de pouvoir compter dans mon équipe sur Jean-Marc, que je vais inviter à se présenter. Eh bien, bonjour à tous, Jean-Marc Sarter, moi je suis consultant senior en assurance IARD chez Hemming depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Auparavant, j'étais souscripteur risque d'entreprise auprès de différentes compagnies d'assurance, principalement FM Global, qui est le leader des risques industriels hautement protégés. Également Tokyo Marine, qui est le leader en matière de transport, et au sein du groupe Munich Re en réassurance. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est de revenir sur l'état des marchés actuels et principalement donc IARD, puisqu'on est sur un marché qui est fortement haussier et on avait à cœur de vous partager les constats que nous faisons au sein du cabinet Crystal Decision Hemming, avant de vous partager également quelques pistes de réflexion qui pourraient alimenter vos propres réflexions et vous aider dans le cadre des actions que vous pourriez être en train de mener en interne au sein de vos entreprises respectives. Notre ambition n'est pas de vous apporter des solutions clés en main, bien entendu, puisque chaque entreprise a sa propre situation. Néanmoins, on vous partagera ces quelques pistes et on vous soumettra également une proposition de méthodologie qui, là encore, pourrait vous aider dans le cadre du déploiement de vos différents chantiers. On va tout de suite commencer par les constats et je vais laisser Jean-Marc nous parler des évolutions du marché sur les 16 dernières années. Voilà, alors donc chacun a constaté, on est depuis début 2020 à une phase de retournement brutal du marché, principalement en dommages, en cyber, mais également en RC. Donc pourquoi est-ce qu'on arrive à cette situation? Alors si on regarde globalement ce qui se passe depuis maintenant 200 ans, donc depuis le début de la révolution industrielle, c'est une baisse constante et forte des tarifs. C'est normal, c'est justifié. Les méthodes de construction de bâtiments, les méthodes de chauffage, les process de sécurité, les normes électriques, tout s'est considérablement amélioré. Les véhicules qu'on utilise aujourd'hui sont beaucoup plus sûrs qu'il y a quelques décennies. Pareil pour les routes qui sont beaucoup améliorées, tout est beaucoup plus sûr. La sécurité est un élément qui est très caractéristique et l'acceptation moindre du risque. Tout ça génère des baisses tarifaires qui sont tout à fait normales et qui vont continuer. Toutefois, ce qui s'est passé au cours des 16 dernières années
nature un petit peu différente. Depuis le début des années 2000, la concurrence entre assureurs était particulièrement forte. Elle pouvait l'être parce que les assureurs avaient des placements financiers qui étaient relativement rentables, qui leur apportaient de l'argent. Donc, beaucoup d'assureurs ont fait le choix de privilégier là le gain de part de marché. Ça s'est traduit par une tarification agressive, partiellement justifiée par une baisse de sinistralité, mais seulement partiellement. Donc, laxisme tarifaire, il s'est accompagné d'une souscription des risques qui était insuffisamment rigoureuse, avec une faible sélection des risques, peu d'évaluation de la qualité intrinsèque des risques et des réductions de primes qui étaient manifestement injustifiées. Lors d'une mission que nous avons menée, nous avons eu un établissement médico-social qui a vu sa prime divisée par 11. Ça n'est évidemment pas justifiable techniquement. Donc, c'est une politique de gain de part de marché qui s'est fait au détriment de la qualité du portefeuille des assureurs. À cela s'est ajoutée une succession de sinistres graves. Donc, chacun se souvient des tempêtes tropicales Irma et Maria, qui ont dévasté les Antilles françaises, entre autres, mais pas que, mais également la côte américaine. Lubrizol est venu nous rappeler que même un site industriel hautement protégé n'est pas à l'abri d'un sinistre catastrophique. Et enfin, en matière de RC, les indemnisations corporelles, que ce soit en faute inexcusable, en RC médical ou en conséquence de sinistres automobiles, connaissent une inflation, notamment pour les cas les plus graves, une inflation qui, dans certains pays, est de 2 chiffres et sur la France, est de l'ordre de 6% par an. Donc 6% d'indemnisation à payer, c'est au moins autant de primes à collecter pour les assureurs. Cette situation va probablement s'aggraver, notamment pour tout ce qui est événements naturels, avec une multiplication des sécheresses, des tempêtes, des inondations. Le pic qui a fait balancer tout ça, c'était 2017 avec 350 milliards de dollars de catastrophes naturelles, dont 149 milliards d'assurés. Donc 149 milliards de dollars qui sont sortis de la poche des assureurs, ça fait quand même beaucoup. À cela se rajoutent des risques relativement nouveaux, en tout cas qui gagnent en intensité, notamment je pense au cyber, qui devient le risque prépondérant dans un certain nombre de cas. C'est un risque qui n'avait pas trop attiré l'attention jusqu'à présent. Et du coup, les assureurs ont souscrit, ont proposé des polices packagées sur la base d'une étude technique sommaire reposant essentiellement sur un questionnaire. Ils ont proposé des garanties relativement faibles de l'ordre d'1 million, 1,5 million, alors que le sinistre grave, il est dans une dizaine de millions. Donc, ce sont des garanties qui sont peu adaptées. Ce marché-là s'est considérablement restreint maintenant, d'autant plus que les assureurs se sont rendus compte qu'il y avait ce qu'on appelle du silent cover, c'est-à-dire que dans les polices tout risque, les exclusions relatives au cyber étaient relativement peu claires. Il n'y a d'ailleurs pas que le cyber, vous avez également des assureurs qui ont découvert que leur exclusion des pertes d'exploitation sans dommage dans le cadre du Covid n'était pas très claire non plus. Et vous avez récemment une cour d'appel qui a condamné les assureurs à indemniser parce que tout simplement le texte n'était pas clair. Donc si vous prenez une tarification insuffisante,
vous rajoutez une sélection peu rigoureuse des risques. L'apparition de sinistres graves, plus des garanties qui ne sont pas maîtrisées ou on ne sait pas quelle est la portée exacte des garanties qui sont données, à un moment donné, les réassureurs ont dit, bon, ben maintenant ça suffit, vous allez rééquilibrer vos comptes. Et donc, à partir de là, vous avez ce redressement du marché. Alors, il y a deux types d'assureurs. Vous avez les assureurs qui appliquent un redressement, une majoration presse-bouton de X%, et vous avez des assureurs qui sont plus discriminants et qui regardent combien vaut réellement le risque, bref, qui reviennent aux fondamentaux du métier. Et c'est là-dessus que nous tablons beaucoup pour justement obtenir des choses intéressantes dont on va vous parler. Alors concrètement, ce redressement brutal du marché, comment il se traduit? Il se traduit tout d'abord dans les conditions tarifaires et de façon assez évidente et claire pour beaucoup d'entreprises, pour ne pas dire quasiment toutes les entreprises, puisque les majorations actuellement appliquées par les assureurs touchent l'ensemble des secteurs d'activité, et y compris les contrats qui affichent des résultats en matière de sinistralité à l'équilibre, voire très bons. Donc, pour un assureur, un compte équilibré, c'est un contrat qui affiche un ratio de sinistralité, donc le fameux S sur P, autour de 70%. Et y compris ces contrats-là font l'objet de majorations par les assureurs, donc c'est d'autant plus difficile à accepter pour ces entreprises concernées. Ce que nous observons, c'est donc des tensions et des discussions très intenses entre les assurés et les assureurs, puisque c'est un contexte que nous n'avions pas connu depuis 16 ans maintenant, comme le disait Jean-Marc à l'instant. Et forcément, cette arrivée brutale du marché à la hausse n'était pas anticipée et les entreprises se trouvent dans une situation extrêmement compliquée. Outre ces impacts tarifaires, il y a bien sûr des impacts sur la capacité, c'est-à-dire l'offre d'assurance disponible sur le marché, puisque dans une logique de retrouver des niveaux de rentabilité satisfaisants, certains assureurs vont jusqu'à se retirer de certaines activités, des activités qu'ils estiment aujourd'hui trop peu rentables, voire déficitaires. Donc, ils se retirent totalement de ces activités-là. Dans d'autres cas, ils vont davantage se repositionner, c'est-à-dire que plutôt que d'intervenir sur les premières lignes d'assurance, les premiers millions d'euros par exemple, où il peut y avoir davantage de fréquences, ils vont privilégier une intervention avec des seuils de rattachement plus élevés et davantage sur des lignes d'excess, par exemple. Il y a donc forcément, du fait de ces mouvements, des réductions de l'offre disponible sur le marché, et ce qui amène les entreprises aujourd'hui à devoir finalement placer leur contrat d'assurance, pour certains, du moins par le biais de montage en coassurance. C'est-à-dire que là où jusqu'à présent on pouvait avoir un seul et même assureur qui prenait 100% du risque de l'entreprise, par exemple sur la multirisque perte d'exploitation, on assiste aujourd'hui de plus en plus à un recours à de la coassurance, c'est-à-dire le partage d'un risque entre différentes compagnies d'assurance. Donc en termes de placement, c'est une démarche qui est plus rigoureuse, puisque forcément le coassureur doit suivre et accepter les conditions qui sont proposées par l'assureur principal, qu'on appelle le porteur de risque. Donc ça complexifie forcément également la démarche, au-delà de la simple, entre guillemets, négociation tarifaire qui déjà n'est pas évidente. Il y a bien entendu également des enjeux en matière de couverture, puisque on le voit, les assureurs n'hésitent pas à restreindre le champ d'intervention de leur garantie. La Covid-19 a été un révélateur sur la prise en charge des pertes d'exploitation sans dommages matériels, bien que cette garantie ne faisait pas du tout
la règle sur le marché. Il y a très peu d'entreprises qui étaient concernées par ces couvertures-là. Néanmoins, on le voit bien, il suffit d'un événement pour que les assureurs reprennent l'ensemble de leurs textes de police et les retravaillent de sorte à bien vérifier que ces textes-là prennent en charge uniquement les sinistres qui sont réellement prévus par l'assureur. Un autre point restrictif porte sur deux autres clauses, c'est ce que nous observons. Les clauses de connaissance des risques, qui étaient quasiment systématiquement prévues dans les contrats, aujourd'hui font également l'objet de négociations. Ces clauses de connaissance des risques, c'était, pour rappel, l'acceptation de l'assureur dans le cadre de la souscription de la police, où il reconnaît que l'assuré a mis à sa disposition tous les éléments techniques nécessaires à sa juste connaissance du risque, donc à la nature même du risque qu'il assure. Et de ce fait, il ne peut opposer à l'assuré un manque de clarté ou une omission, si celle-ci, bien sûr, est involontaire, dans le cadre de la prise en charge d'un sinistre. Le dernier point qui, lui, porte également sur la règle proportionnelle de capitaux et son abrogation, puisque aujourd'hui, un grand nombre de contrats prévoient cette clause-là qui sécurise les assurés au moment du sinistre si les valeurs engagées ne reflètent pas finalement les valeurs qui avaient été déclarées en début d'exercice. Donc, c'est vraiment des points d'attention et de négociation nouveaux aujourd'hui du fait de ce marché haussier. Enfin, un dernier point que nous avons qualifié de pérennité. La pérennité, puisque bien sûr tout cela engendre des tensions et des négociations difficiles. À cela s'ajoute le fait que les accords de durée, c'est-à-dire le renouvellement de police sur des durées au-delà de 12 mois, sont moins fréquents aujourd'hui, puisque des entreprises pouvaient encore souscrire des polices sur 24, 36 mois. Aujourd'hui, c'est plus rare. C'est plus rare et en plus, il n'y a pas le même incentive en matière financière que par le passé. On assiste également, outre les majorations, à des résiliations et notamment dans le secteur agroalimentaire. Nous voyons au sein de Crystal Décision des entreprises du milieu de l'agroalimentaire faire l'objet de résiliations et se retrouver dans des situations extrêmement complexes. Et la dernière question qui se pose sur la pérennité, c'est bien entendu les impacts que tout cela peut avoir sur les relations entre les entreprises et leurs partenaires, aussi bien courtiers, puisqu'ils sont au centre de la relation, que vis-à-vis des assureurs qui ont des intérêts de redressement de portefeuille qui ne sont forcément pas partagés par les entreprises aujourd'hui. Donc, comment faire face à cette situation? Donc, on va vous livrer ici quelques pistes de réflexion que va vous détailler Jean-Marc. Oui, donc la situation est effectivement compliquée. Cela dit, il y a quand même des moyens d'agir pour se retrouver et aborder les négociations de renouvellement dans de meilleures conditions. Alors, les 4 pistes à mettre en œuvre cumulativement, c'est tout d'abord une cartographie des risques à réaliser ou à mettre à jour afin d'identifier, de qualifier et de quantifier les risques et de faire vos choix sur ces bases-là. Ensuite, vous avez la prévention qui est un outil puissant pour réduire effectivement le coût des risques et c'est ce qui intéresse tout le monde. L'international qui vous permet d'élargir un petit peu l'horizon et de stimuler la concurrence. Et enfin, des solutions alternatives. Alors, il y en a qui s'appliquent à tous, c'est-à-dire une rétention peut-être un petit peu plus importante au niveau des risques. Et pour les grandes entreprises, il y a des solutions autres qui sont notamment les instruments captifs. Donc, la cartographie des risques, puisque c'est par là que tout commence.
Alors tout à fait, la cartographie des risques est un outil très intéressant qui a de multiples vertus. La première, c'est qu'elle a une vertu très structurante pour l'entreprise dans sa quête de connaissance de ses propres vulnérabilités. Donc c'est très enrichissant de pouvoir au sein de l'entreprise identifier quels sont les points sur lesquels il y a des enjeux, des vulnérabilités fortes et savoir ensuite, une fois qu'elles sont identifiées, comment on les traite. La cartographie a également vocation à aider l'entreprise à partir de cette connaissance de ses vulnérabilités, mais aussi de ses forces, de définir la meilleure stratégie entre la rétention, c'est-à-dire le volume financier qu'elle est prête et capable de supporter en matière de financement de sinistralité, par rapport à la charge qu'elle doit impérativement transférer à l'assurance parce que certains risques ne pourraient être supportés intégralement par l'entreprise. Donc, il y a cet arbitrage-là qui est intéressant. C'est aussi un moyen, évidemment, d'évaluer finalement les ressources et les processus de maîtrise qui sont actuellement en place au sein de l'entreprise, d'évaluer s'ils sont toujours performants et dans quelle mesure il faut les faire évoluer parce que les risques ont eux-mêmes évolué. La cartographie des risques, c'est aussi, in fine, le socle du plan de continuité d'activité qui, lui, a vocation à répondre de façon très opérationnelle à la survenance d'un sinistre qui peut être de nature à générer une crise particulière au sein de l'entreprise. Et puis surtout, si on se positionne vraiment dans la perspective d'une négociation assurance, le fait pour une entreprise d'avoir une cartographie des risques, ça lui permet de valoriser auprès du marché le réel profil de ces risques et vraiment de parler le même langage que l'assureur et finalement de lui apporter davantage de transparence et de le mettre en confiance sur le fait que le risque qu'il souscrit est un bon risque qui a une probabilité de survenance qui est évaluée et dont les impacts ont également été évalués par l'entreprise. Donc, ça donne lieu à un échange qui est tout à fait différent de celui qu'on pourrait avoir sans disposer d'une cartographie des risques. D'un point de vue toujours négociation-assurance, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'appui de cette cartographie des risques et des résultats qui en ressortent, l'entreprise peut, de façon adéquate, ajuster ses programmes d'assurance en se focalisant véritablement sur ses besoins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait l'exercice de la cartographie des risques, quand on reprend les polices d'assurance, on se dit finalement les niveaux de franchise sont très bas par rapport à ce qu'on pourrait réellement supporter. Les niveaux de garantie peuvent être dans certains cas insuffisants, dans d'autres cas peuvent être trop sécurisants pour l'entreprise et tous ces ajustements-là auront forcément des impacts sur les conditions à la fois de garantie, mais également sur les conditions tarifaires. Et ça peut être véritablement un levier d'optimisation à l'arrivée. Ces cartographies des risques peuvent être évidemment menées par tout type d'entreprise. Il n'y a pas de spécificité particulière. Simplement, ce qui est important de savoir, c'est que le préalable à une démarche de cartographie des risques, c'est de pouvoir compter sur le sponsoring, l'implication de la direction générale pour être sûr que l'ensemble des parties prenantes au projet soient mobilisées et participent réellement au projet. Cette cartographie, bien sûr, elle suit plusieurs étapes. La première, c'est le recensement de l'ensemble des risques, donc le risque mapping, l'identification, où on va vraiment lister tous les risques de l'entreprise par nature, par catégorie. On va ensuite s'interroger sur les probabilités de survenance et les impacts, donc, en cas de survenance du risque. Et donc, à partir de là, on aura une vision de l'évaluation du risque en lui-même. Et à partir de là, on s'interroge sur les façons de le traiter. Il y a différentes façons de le traiter et dans le traitement, on retrouve notamment le transfert à l'assurance. C'est une solution de traitement. Mais au-delà de l'assurance, il y a d'autres actions qui peuvent agir efficacement sur la probabilité et l'impact des risques. Et on en parlera juste après, c'est la prévention. Donc, nous, l'approche que nous préconisons, c'est plutôt une approche Enterprise Risk Management, c'est-à-dire la prise en compte des risques de l'entreprise par son environnement propre en interne,
mais de prendre en compte également son environnement et son écosystème tout autour, parce que les vulnérabilités, les menaces peuvent aussi, et ne l'oublions pas, venir de son écosystème, aussi bien des fournisseurs que des clients et toute la supply chain finalement au global. C'est un exercice qui est important de réaliser de façon régulière parce que les risques sont très évolutifs. Donc, on encourage les entreprises qui ont déjà une cartographie de se repencher dessus parce que ça a beaucoup de vertus. Et pour celles qui n'en ont pas, c'est un exercice qui mérite d'être fait, et notamment dans ce contexte haussier, ça a tous ces avantages-là. Je vais laisser Jean-Marc nous parler désormais de la prévention. Alors, la prévention. Donc, la prévention, alors il est parfois bon d'enfoncer quelques portes ouvertes, et donc j'ai voulu faire quelques rappels. Donc, la prévention, c'est pas un investissement qu'on fait, un investissement parfois lourd qui permet une petite réduction de la prime d'assurance. L'idée, c'est pas ça. La prévention, c'est d'abord protéger les actifs de l'entreprise. Donc, les actifs matériels, bien sûr, protéger vos bureaux, protéger vos sites de production. C'est préserver la capacité de production, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à générer de la plus-value et du profit. Et c'est également protéger l'image de l'entreprise. Parce qu'une entreprise qui subit un sinistre majeur et qui n'est pas capable de fournir, que vont penser les partenaires, les fournisseurs, les clients? Est-ce que cette entreprise sera encore fiable dans l'avenir? Ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux aller chez la concurrence? Donc, c'est la préservation des actifs de l'entreprise qui est l'objet premier de la prévention. Alors, comment y arriver? Réduire la sinistralité. Réduire la sinistralité, le plan de prévention, ce n'est pas quelque chose qui est imposé d'en haut, c'est quelque chose qui est négocié et mis en place avec les acteurs de terrain. Parfois, en phase bottom-up. Ils ont de bonnes idées, parfois, les gens qui sont tout en bas et qui font le travail au quotidien. Donc, il doit y avoir un échange, il doit y avoir une écoute. Lorsqu'un plan de prévention est mis en place, en général, dès la première année, la fréquence de sinistralité baisse de l'ordre de 15%, parfois de 30%. Donc ça a évidemment des conséquences immédiates, ne serait-ce qu'au niveau du montant consacré aux franchises. Réduire la fréquence de sinistralité, c'est également réduire la probabilité d'un sinistre grave. Enfin, ça intéressera évidemment l'assureur puisque la mise en place effective d'un plan de prévention veut dire que l'assuré maîtrise mieux son risque. Il peut avoir une relation beaucoup plus transparente avec son assureur qui, du coup, sera en confiance et de ce fait, eh bien, l'assuré aura une attractivité plus importante et intéressera l'assureur qui lui consacrera des conditions de renouvellement intéressantes et surtout pérennes. Alors, un petit rappel, c'est avant tout, la prévention, c'est l'élément humain. C'est-à-dire, en premier lieu, l'ordre et la propreté. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Est-ce que les liquides inflammables sont bien sur rétention et dans l'armoire prévue à cet effet? Est-ce qu'il n'y a rien dans le local dédié aux charges de batterie? C'est un local dédié, rien ne doit y traîner. Est-ce que les palettes vides sont bien sorties des bâtiments à bonne distance? Est-ce que les équipes d'intervention et de sécurité sont régulièrement formées et entraînées? Est-ce que les procédures sont claires et connues? Est-ce que les pompiers viennent régulièrement inspecter le site, donner des conseils, faire leurs recommandations aux équipes de sécurité? Tout ça ne coûte rien ou pas grand-chose et c'est extrêmement efficace. La clé de la réduction de la fréquence de sinistre, c'est à ce niveau-là qu'on la trouve. Ensuite, il y a évidemment l'élément matériel.
Est-ce que le process peut être rationalisé? Est-ce que il est possible d'utiliser des matériaux éventuellement moins dangereux? D'améliorer la sécurité des machines? Est-ce que le compartimentage au sein du site est optimal ou est-ce qu'on peut compartimenter différemment et éviter les goulots d'étranglement? Et enfin, dans certains cas, il peut être nécessaire effectivement d'investir là dans des systèmes de détection et d'extinction automatique. Donc la prévention, c'est tout ça, mais c'est essentiellement et avant tout l'élément humain. Donc quelque chose qui ne coûte pas grand-chose et qui vous évite d'assumer déjà des franchises. Donc investir dans la prévention génère du cash et ça de manière immédiate. Le troisième point qu'on abordera, c'est l'international. Tout à fait. Notre conviction chez Crystal Decision Aiming, c'est que l'international est en effet un terrain propice aux synergies. C'est souvent un sujet pour lesquels les responsables assurance, risque managers n'ont pas forcément toute la visibilité de l'existant. Or, de ce fait, il peut y avoir des synergies intéressantes à mettre en place. C'est aussi un point intéressant, l'international, parce qu'on peut, dans le cadre des négociations avec les assureurs, leur donner des perspectives de développement différentes, de développement en termes de positionnement. Donc, la perspective d'intégrer dans le programme des nouveaux pays, c'est toujours un sujet qui intéresse les assureurs et qui peut avoir de l'intérêt dans le cadre du marché haussier que nous connaissons actuellement. C'est aussi d'un point de vue stratégique un levier en tant que tel. Dans des cas où sur des activités où il existe très peu de concurrence, je pense notamment à des secteurs comme le transport public de voyageurs, la chimie, c'est un moyen de stimuler la concurrence sur les marchés locaux parce qu'on fait peser d'une certaine façon sur ces marchés la menace que, à défaut d'obtenir des conditions satisfaisantes, le pays en question intégrera le programme groupe. Pour autant, ça reste une option qui est réelle pour l'entité et l'entreprise. Simplement, on joue aussi là-dessus pour arriver aux meilleurs résultats, aussi bien en local que dans le cadre d'une solution d'intégration au programme. Donc, c'est des expériences que nous avons testées au sein de Crystal Decision Aiming et qui ont véritablement pu faire bouger des lignes sur des pays où jusque-là, les entités étaient assez démunies. Parce que n'oublions pas qu'in fine, la société mère d'un groupe aura, dans le contexte marché actuel, les mêmes problématiques, en tout cas très certainement les mêmes problématiques que les entités locales à partir du moment où elles ont les mêmes activités et même business. Donc, plutôt que de raisonner tout seul dans son coin, pouvoir finalement ouvrir la discussion également avec les autres pays et bâtir une stratégie globale, ça a du sens, véritablement. L'international, c'est aussi un moyen très utile de pouvoir diffuser une culture risque et assurance de façon globale au sein d'un groupe, bien entendu, et d'identifier toutes les bonnes initiatives, toutes les bonnes pratiques existantes dont les responsables assurance risque manager n'ont pas forcément connaissance. Et ce dont on s'aperçoit quand on mène cet exercice, c'est que les entités et les différents pays sont très curieux de savoir ce que pratiquent in fine leurs petits voisins à côté. Donc, il y a vraiment une émulation sur ces sujets-là, de l'intérêt et surtout après de pouvoir capitaliser sur tout l'existant, ces bonnes pratiques et pouvoir les valoriser, bien entendu, auprès de l'assureur dans le cadre des renouvellements. Donc, de lui apporter des éléments rassurants sur ces bonnes pratiques en matière de gestion des risques et des assurances. Il y a néanmoins quelques points de vigilance à avoir pour que cette piste-là soit efficace et efficiente. Tout d'abord, le premier enjeu, véritablement, c'est de susciter l'adhésion des filiales au projet. C'est loin d'être évident, ça paraît assez simple finalement dit comme ça, mais de faire participer les entités à un projet, surtout dans des organisations qui sont très décentralisées où les entités en local ont un fort degré d'autonomie,
c'est vraiment pas une tâche facile. Donc, l'adhésion, c'est vraiment la clé pour y parvenir. Dans notre approche, ce qu'on vous conseille, c'est de bien, finalement, de bien faire preuve de pédagogie et d'expliquer aux filiales en quoi consiste véritablement le projet et quelle en est la finalité. Et quelle est la finalité pour l'entité en question qui participera et pour le groupe de façon plus globale. Et c'est surtout, dans le cadre du déploiement du projet, de faire des retours réguliers aux filiales qui seront forcément sollicitées dans le cadre du projet, de pouvoir leur donner de la vision progressivement de l'avancée du projet, qu'elles n'aient pas le sentiment qu'on les sollicite beaucoup lorsqu'on a besoin d'elles et qu'à partir du moment où on a des informations, finalement, il ne se passe plus rien. Ce serait regrettable voilà, pour la filiale d'avoir ce sentiment-là et et surtout pas productif finalement pour le déploiement du projet. Donc, il y a vraiment une vigilance à avoir par rapport à ça. Une vigilance à avoir également sur la connaissance des marchés locaux et des avantages qu'il peut y avoir entre une solution d'intégration à un programme international par rapport à ce que peuvent offrir les marchés locaux. Donc, vraiment s'interroger sur les points forts et les limites de chacune des options pour apporter des éléments factuels pour la bonne prise des décisions finales. Il y a également un point sur la connaissance, outre le marché local, mais des pratiques vraiment spécifiques à chacun des pays. Par exemple, au Portugal, sur des polices automobiles, il n'y a pas de franchise. C'est un mode de fonctionnement propre au pays. On n'est pas du tout sur le même mode de fonctionnement en France. Donc, à partir du moment où vous intégrez un pays comme le Portugal sur de l'automobile, où il n'y a pas de franchise, c'est une question à anticiper pour savoir comment ça va se passer avec l'assureur master du programme en matière de gestion des sinistres. Et puis enfin, le dernier point, une fois qu'on a franchi le cap d'une possible intégration de pays nouveaux dans le programme, se pose évidemment la question du pilotage et de la coordination du programme. Et cela, ça nécessite d'avoir les bons appuis en local, pouvoir s'appuyer sur les bons partenaires, ceux qui donnent évidemment satisfaction en matière de prestation de services à l'entité locale, mais qui ont aussi la possibilité de faire remonter facilement les informations sur les polices qui ont été mises en place dans les différents pays. Donc, pour reprendre une expression qui nous est chère au sein de Crystal Decision et Ming, l'idée, c'est vraiment d'aller le plus loin possible et ensemble, en se serrant les coudes dans une période qui est difficile aussi bien pour les directions risques assurance françaises, mais très certainement aussi pour les pays qui font partie de vos groupes respectifs. Voilà la petite conclusion par rapport à l'international, et je vais laisser Jean-Marc nous parler de cette dernière partie qui traite des solutions alternatives et en premier lieu l'auto-assurance. Et donc, vous avez fait une cartographie qui vous a permis d'identifier et de quantifier vos risques. Vous avez mis en place un plan de prévention qui permet de réduire la fréquence des sinistres. Vous avez élargi l'horizon avec l'international. Donc, après, se pose la question de savoir que faire de tout ça. Donc, je vais prendre un exemple très simple qui est le brise-glace. On va dire que remplacer un pare-brise coûte 1 000 €. 1 000 €. Donc là, si vous assurez le bris de glace, vous aurez les frais de gestion, vous aurez des frais d'expertise, vous aurez des taxes. L'un dans l'autre, le remplacement d'un pare-brise va vous coûter 1 500 à 1 600 € tout compris. Alors, si vous en avez 10 par an, c'est un service qui peut valoir le coup. Si vous en avez 300, 500 ou 800 par an, ça commence à faire très cher. Et si vous êtes à ce niveau-là, négocier avec un réparateur de pare-brise vous donnera la même prestation pour 800, 900 €. Donc, ce sont des choix que, en ayant fait tous ces exercices, vous serez en mesure de faire. Est-ce que ça a du sens d'assurer ce risque ou plutôt de l'assumer nous-mêmes?
c'est un choix qui évidemment ne concerne pas que le bris de glace. C'était un exemple, un simple exemple. Le fait de réduire votre fréquence de sinistre permet à budget franchise équivalent d'augmenter le niveau de franchise auprès de l'assureur. Donc, qui dit augmentation du niveau de franchise dit baisse de la tarification. Et surtout, donne un message à l'assureur que nous prenons les choses en main, nous agissons. Nous allons maîtriser notre sinistralité, nous acceptons d'assumer un niveau de franchise plus important et donc, eh bien, ça nécessite un ajustement tarifaire. Donc là encore, vous renforcez l'attractivité sur le marché, vous optimisez le coût total du risque. Ça permet également en interne de faire passer le message, c'est-à-dire de responsabiliser notamment toutes les filiales et toutes les entités ayant une certaine autonomie. Parce que l'augmentation d'une franchise, par exemple, ça veut dire que si la filiale ne s'engage pas dans la prévention et n'arrive pas à réduire la fréquence de sinistre, ça va lui coûter plus cher. Donc, c'est quelque part un instrument également de pilotage des filiales et de responsabilisation et de soutien à la démarche prévention. Donc, l'auto-assurance, la rétention, on l'appellera comme vous voudrez, permet de profiter très rapidement des résultats de la prévention et donc de générer du cash. Par rapport à l'assureur, si vous faites le choix d'augmenter le niveau de franchise et d'assurer vous-même un certain nombre de risques, ou tout simplement en réduisant le coût des franchises que vous avez à assumer. Donc, la prévention, l'auto-assurance génère clairement et rapidement du cash. C'est ce que beaucoup d'entreprises recherchent aujourd'hui. Ceci, ce qu'on vient d'évoquer là, est accessible à toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Maintenant, on a bien conscience qu'il y a des situations un petit peu plus difficiles où d'autres moyens sont envisageables et notamment tout ce qui est instrument captif. Donc les captives existent depuis longtemps, elles ont été beaucoup moins sollicitées entre les années 2000 et 2020, tout simplement parce que, comme je vous l'expliquais, pendant 16 ans, on pouvait acheter pour très peu de primes des garanties importantes. Enfin, personne ne s'embêtait à utiliser des captifs, sauf pour les risques inassurables. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que dans tout un ensemble d'activités, l'intérêt des assureurs est proche de zéro. Je pense notamment à tout ce qui est traitement des déchets, à tout ce qui est chimie lourde, à tout ce qui est transport public de voyageurs. Et même, comme l'évoquait Mélodie, l'agroalimentaire. Beaucoup d'assureurs ne veulent plus de risque ou alors à des conditions, on va dire, très, très dégradées. Donc, la captive, c'est un changement complet d'état d'esprit. Vous n'êtes plus acheteur d'assurance, vous êtes assureur. Et donc, vous voyez également vos risques du côté assureur. Les avantages, c'est qu'une captive vous permet de couvrir les risques. Vous êtes maître chez vous, vous faites le choix de couvrir ce que vous voulez, y compris les risques qui autrement ne sont pas assurables et dont personne ne veut. La captive vous donne de l'autonomie vis-à-vis du marché, puisque ce que prend en charge votre captive, eh bien, vous n'avez pas besoin de le placer sur le marché de l'assurance. Donc, finalement, la captive est un instrument qui, et on le constate de plus en plus, génère un coût total du risque beaucoup plus faible et optimisé. Donc, la rétention au sein d'une captive est un
est un changement majeur par rapport au fait de simplement acheter de l'assurance. La captive vous donne également accès au marché de la réassurance, c'est-à-dire au marché de gros, avec des tarifs évidemment différents. Attention toutefois, un instrument captive, c'est quelque chose qui est long et complexe à mettre en place. Les autorités ont toujours été un petit peu suspicieuses et donc le dossier juridique et le dossier fiscal à monter est très lourd. Et actuellement, il faut au minimum 1 an pour qu'un instrument captif soit validé et obtienne l'agrément des commissariats aux assurances. La captive, c'est une compagnie d'assurance et donc elle est obligée de se conformer aux exigences de solvabilité 2 et ça veut dire concrètement une capitalisation importante, notamment si l'intention est de couvrir le risque dommage. Le choix du montage de la captive et comment l'utiliser, ça ce sont évidemment des questions complexes et qu'il faut étudier. Typiquement, jusqu'à présent, les captives ont surtout été utilisées dans les lignes basses. Je pense qu'actuellement, il peut être intéressant de tenter du quota share. Mais ça, ce sont des choix qui doivent être mûrement réfléchis et qui doivent être étudiés notamment par le gestionnaire de captive. Et le gestionnaire de captive doit évidemment être sélectionné en fonction des projets que vous en avez. Une bonne partie de notre activité actuellement consiste à justement aider nos clients à choisir le type de montage et le gestionnaire de captive qui répond le mieux à leurs attentes. Un petit point d'attention également, c'est le positionnement de certains assureurs qui ne sont pas très favorables à l'utilisation des captives, tout simplement parce que ça va à l'encontre de leur modèle économique. Beaucoup d'assureurs se sont retrouvés dans une situation où ils ont maintenant besoin de rentrer le plus de primes possible. Et par conséquent, la prime qui va dans la captive ne va pas chez l'assureur. Donc, l'étude et la mise en place de montage d'instruments captifs nécessitent une anticipation, une capacité financière et une rigueur de gestion. Quand je parle de capacité financière, ça commence à devenir intéressant à partir de 3 millions d'euros de prime. En dessous, les frais de foutement et puis la complexité du dossier ne justifient que rarement l'utilisation d'outils captifs. Donc, ce n'est pas un outil qui est accessible à tout le monde, mais c'est un outil qui, notamment pour les grands comptes, peut être très intéressant dans le cadre actuel des difficultés du marché de l'assurance. Donc, nous avons également prévu un timing pour aborder dans les meilleures conditions le renouvellement qui s'annonce. Alors, nous sommes restés dans l'hypothèse d'un renouvellement au 1er janvier 2022, qui est la situation la plus courante. Pour aborder ce renouvellement dans de bonnes conditions, il est nécessaire de démarrer immédiatement. De démarrer par la cartographie, donc réalisation ou mise à jour d'une cartographie des risques de façon à savoir exactement quels sont vos risques, les quantifier et les estimer, les évaluer. C'est également le moment de construire, notamment avec les acteurs de terrain, un plan de prévention qui sera compris, connu et accepté par tout le monde. Vers le mois de juin, un tel travail devrait pouvoir être achevé et c'est le moment de le communiquer de manière formelle en interne et en externe. Donc en interne, dire à toutes vos entités, voilà comment on va faire pour maîtriser notre risque et l'améliorer, et également de dire, ce serait une erreur de s'en priver, à votre assureur.
Enfin, juin-septembre, bon, c'est l'été, c'est le moment réellement de faire les investissements humains nécessaires pour mettre effectivement en œuvre la prévention. Ça peut aussi être l'occasion, en utilisant les résultats de votre cartographie, de réfléchir sur le fait de la pertinence ou non d'une captive. Septembre à décembre, c'est typiquement la période des renouvellements. Donc, en septembre ont lieu les rencontres de la réassurance de Monte-Carlo et de Baden-Baden qui donneront le ton des conditions de renouvellement. Est-ce qu'il y aura un nouveau tour de vis ou est-ce qu'au contraire, la situation va se détendre un petit peu? On le saura à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où la cartographie a été faite et le plan de prévention mis en place, vous serez dans de bien meilleures conditions pour négocier le renouvellement qui s'annonce de toute manière relativement compliqué, mais faire cette démarche-là vous met dans de meilleures conditions que si vous êtes dans une attitude attentiste. Enfin, si une solution captive peut s'avérer pertinente, il serait bon de démarrer dès la fin de l'année pour qu'elle puisse effectivement être opérationnelle en janvier 2023. En aucun cas, il ne faudra en 2022 relâcher les mesures de prévention, puisque captive ou pas captive, au renouvellement 2023, les assureurs demanderont au voir des résultats concrets des efforts de prévention mis en place. Donc voilà les instruments et les outils auxquels on a pensé pour vous assister à aborder les renouvellements dans les meilleures conditions. On espère que la matière qu'on a pu vous partager aujourd'hui pourra vous aider dans le cadre de vos discussions avec vos assureurs respectifs. On vous remercie pour votre participation et on va se réserver les quelques minutes qu'il nous restent pour répondre à vos questions, que Lucille va nous partager d'ailleurs. Lucille? Y a-t-il des questions? Oui, excusez-moi, mon micro était en mute. Alors, donc oui, j'ai des questions. Première question. Existe-t-il des solutions alternatives intermédiaires sans aller jusqu'à la création de captives? Alors, des solutions alternatives intermédiaires, alors évidemment, il y a la rétention, l'augmentation de la rétention, la mise en place de mécanismes de conservation, par exemple, sur les flottes automobiles. Sinon, pour éviter la création de captives, il est toujours possible d'en louer. C'est quelque chose qui est possible, mais qui ne demande pas beaucoup moins de temps et d'efforts en termes et financiers et montage de dossier. Il y a également la possibilité de louer simplement des cellules captives. Ça, c'est un petit peu plus simple. Le problème, c'est que là, vous, comme le nom l'indique, vous louez simplement une cellule, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment chez vous. Et l'étanchéité totale entre les cellules n'est garantie que à Malte, à ma connaissance. Sur Dublin, sur Luxembourg, sur Guernesey, ça existe, mais l'étanchéité totale entre les cellules n'est pas absolument garantie. Donc, c'est un point qui est intéressant à étudier. Ça fera partie de la réflexion si vous engagez dans une démarche captive, mais ce n'est pas beaucoup plus simple que de créer une captive. Très bien. Merci Jean-Marc pour cette réponse complète. Une autre question. Pouvez-vous nous repréciser votre positionnement sur le marché? Alors, Cristal Décision, nous sommes un cabinet de conseil indépendant sur le marché.
Comme je le disais en introduction, donc on n'a pas vocation à être intermédiaire entre les entreprises et leurs assureurs, puisque ça relève du domaine du courtage. Et les courtiers, eux, s'inscrivent en effet dans le cadre d'un partenariat de durée avec leurs clients. Et en ce qui nous concerne, nous intervenons ponctuellement dans le cadre du management de projets selon les besoins identifiés par nos clients sur de l'optimisation des dispositifs gestion de risque et assurance. D'ailleurs aussi bien de l'assurance IARD que sur l'assurance santé et prévoyance également, puisque nous avons des consultants experts sur ces différents domaines d'expertise. Donc c'est vraiment une expertise technique qu'on apporte en complément des valeurs, enfin des actions qui sont menées par nos clients avec leurs partenaires courtiers notamment. Donc c'est vraiment en complémentarité qu'on intervient. Alors, je me permets juste de rajouter un petit point, c'est que par rapport aux courtiers, par exemple, les relations que nous avons avec nos clients sont des relations extrêmement proches. C'est-à-dire qu'il y a des cas où le client nous demande d'utiliser sa propre charte graphique, nous donne une adresse mail interne et nous demande de nous présenter comme étant de l'équipe de Intel au siège de l'entreprise. Donc, on est vraiment extrêmement proche du client. On est en copie de toutes les communications de la direction, de toutes les notes internes, etc. Donc, c'est un degré de proximité que, à ma connaissance, les autres opérateurs du marché n'ont pas. Merci. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Je vois une question de Marc Dufay. Est-ce que les slides seront mis à disposition? Oui, Marc, pas de problème. Eh bien voilà, donc nous n'avons plus de questions. Donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc effectivement, les slides et la vidéo seront mis à disposition. Évidemment, n'hésitez pas à contacter Mélodie et Jean-Marc si vous avez encore des questions suite à ce webinaire. Un grand merci Jean-Marc, un grand merci Mélodie pour vos présentations très claires. Merci à toi également Lucille et merci à tous et bon courage pour la suite. Merci, excellente journée à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.